Bonjour mesdames et messieurs, installez-vous. Alors en une vingtaine de minutes, je vais essayer de vous présenter de manière prospective les ambitions de l'armée de terre française en termes de combat collaboratif, de structure de commande et contrôle, C2 dans notre jargon, et de connectivité. J'essaierai de vous décrire de quoi s'agit-il, comme disait le maréchal Foch, c'est-à-dire l'idée générale. Alors, en introduction, je n'ai pas l'ambition de vous livrer un retour d'expérience qui soit basé sur la situation actuelle en Ukraine, ne serait-ce que parce qu'il serait probablement prématuré aujourd'hui de tirer des enseignements de long terme à ce stade du conflit. Bon, cependant, un constat initial que je voudrais partager avec vous semble montrer que les belligérants ne disposaient pas de systèmes de communication et de transmission aussi performants qu'escomptés, peut-être peu fiables techniquement et probablement en nombre insuffisant dans les unités pour permettre une chaîne de commandement efficace. À défaut de procédures alternatives, on a observé l'armée russe qui utilisait en masse la téléphonie mobile, le smartphone, au détriment de toute règle de sécurité, et des Ukrainiens qui rapidement sont appuyés sur des capacités civiles duales, voire sont structurés autour de moyens satellitaires, constellations privées, commerciales. Alors je ne parlerai pas de tout ça parce que nous pensons qu'une force, une armée, se doit d'être équipée pour le cas le pire, afin de pouvoir combattre dans les situations les plus dégradées. Pour illustrer mon propos, et hors du domaine de la connectivité, nous partons par exemple du principe qu'à la guerre, tous les ponts sur les fleuves seront détruits. Et donc nous cherchons à nous doter de moyens pour traverser le fleuve dans ces conditions. Bien entendu, si un pont est encore debout, nous l'emprunterons si ça peut permettre de gagner du temps. Il en va de même avec nos systèmes de combat collaboratif et de connectivité que nous développons. Si le recours à des services duo est toujours considéré avec intérêt, et d'ailleurs est déjà une réalité dans nos opérations, ne constitue pas la solution militaire par excellence, loin s'en faut. Voilà, au-delà de ces quelques considérations introductives, je souhaite vous livrer, alors en introduction, c'est un peu l'idée générale, le grand principe qui guide notre démarche. Il faut avoir en tête que le combat aéroterrestre est singulier des affrontements dans les milieux maritimes et aériens par la nature des opérations qui y sont conduites et par le nombre d'unités engagées. Ainsi, par exemple, quand la Marine nationale ou l'armée de l'air conçoivent le combat collaboratif comme une mise en réseau de quelques dizaines ou centaines de mobiles dans un milieu relativement uniforme normalement, une division de l'armée de terre française coordonne l'engagement de plus de 7000 véhicules de combat face à des adversaires dont l'action peut être très variable d'une zone d'action à une autre. L'unité d'action et la prise d'initiative sont alors indispensables pour faire face à cette complexité. Elles sont permises par l'ordonnancement d'une manœuvre qui repose sur des niveaux hiérarchiques, garant de la juste subsidiarité dans l'exécution, qui s'appuie donc sur une architecture de combat collaboratif et de connectivité adaptée à cette façon de combattre. Voilà, je vous propose, après quelques définitions ou principes et fondements, de balayer notre démarche incrémentale là. C'est le projet Synergie pour l'armée de terre, voilà, je vous donne le nom. Et puis en guise de conclusion ou d'ouverture, je balayerai avec vous quelques défis qui sont à relever dans les 10 à 15 ans à venir pour l'armée de terre. Alors tout d'abord, quelques définitions, quelques notions, principes et fondements. Le défi pour nous consiste à mettre en cohérence un système de systèmes complexe qui va de la plateforme de combat, l'engin blindé, embarquant des systèmes d'armes numérisés jusqu'à un système de poste de commandement d'une force déployée sur un théâtre d'opération. Alors si vous regardez en bas, trois grandes familles de notions. La première, ce qu'on appelle la connectivité, elle est comprise chez nous comme la mise en réseau de systèmes numérisés de nos différents pions et échelons tactiques. L'objectif de cette connectivité est de créer, et c'est déjà le cas aujourd'hui, au moins pour un premier standard, un intranet de théâtre d'opération qui bien entendu ne peut pas s'appuyer sur des infrastructures fixes et doit manœuvrer un système de poste de commandement
au rythme du combat et face à une menace permanente. Il s'agit donc, in fine, d'assurer une transmission automatisée d'informations sur des supports de communication extrêmement variés et contraints, que ce soit nos radios tactiques, nos systèmes satellitaires ou nos systèmes de faisceaux hertziens en line of sight. Interconnexion des systèmes de communication. Le deuxième fondement de notre manœuvre, c'est l'infovalorisation, terme très français, qui désigne le partage optimisé de ressources informationnelles afin d'accélérer les circuits de décision et d'accroître la pertinence des échanges et des ordres. Deux objectifs dans cette manœuvre-là. Le premier objectif est de limiter l'inflation des flux d'échange de données, parce que les réseaux sont contraints. L'information pertinente est nécessaire au bon destinataire et au bon moment. Derrière tout ça, vous avez des standards et des formats d'échange. Et le second objectif, c'est, je viens de le dire, de standardiser ces informations pour en faciliter le traitement par des systèmes d'information déployés qui sont évidemment divers. Donc là, nous sommes dans le domaine de l'interopérabilité entre systèmes numériques ou systèmes d'information. Donc sur ces deux points, la transformation de la connectivité et l'infovalorisation nous permettent de passer, c'était encore le cas il y a 1 ou 2 ans, de réseaux hiérarchisés à un réseau unifié qui préfigure des architectures plus centrées sur la donnée et permettant une orchestration optimisée des services et que nous visons à partir de 2028-2030. C'est la notion que vous voyez apparaître de cloud de combat terre, qui montera en puissance en améliorant notamment l'interopérabilité multimilieu, donc avec les autres armées, et interalliés, qui existe déjà, mais qu'il faut améliorer. Enfin, le dernier item, le combat collaboratif, qui s'appuie sur ces deux couches techniques, est une aptitude qui vise à comprendre, à décider et à agir plus rapidement que l'ennemi par une mise en réseau des systèmes de combat et de commandement. L'objectif est de démultiplier les performances élémentaires, le combat, et également d'apporter de nouvelles capacités collectives, la manœuvre. Et on développera ça tout à l'heure. Grâce à une compréhension partagée, notamment de la situation tactique. Donc là, c'est le monde des échanges automatisés entre systèmes d'armes qui dépassent la simple interopérabilité ou l'interconnexion et qui reposent largement, même pratiquement essentiellement, sur l'emploi d'algorithmes d'intelligence artificielle. Alors les grandes fonctions de combat collaboratif que nous commençons à déployer, trois fonctions un peu transverses. Une fonction qui concerne la gestion des ordres au sein des postes de commandement. Je passe rapidement dessus, vous voyez tout ce qu'il y a derrière, faciliter la planification, le suivi de l'exécution, le contrôle de l'exécution des ordres, automatiser certains comptes rendus, certaines tâches d'état-major, et puis avec un peu de virtualisation, répéter la manœuvre en rehearsal et faciliter les bascules de postes de commandement. La deuxième grande famille de services collaboratifs que nous sommes en train de développer concerne la maîtrise du terrain, qui est un préalable sine qua non au combat collaboratif et qui permet d'obtenir une vision numérique de l'environnement avec une cartographie avec nivellement, sur-sol, planimétrie, point remarquable, qui appuie la navigation de l'homme et de la machine, géolocalisation et navigation, et avec un véritable enjeu de mise à jour dans le cadre du combat collaboratif, voilà, par réception de données constatées sur le terrain. Ensuite, la troisième fonction transverse, qui est une fonction clé, vous l'avez compris, c'est la tenue de situation tactique, qui repose sur la géolocalisation, pas forcément par des systèmes satellitaires, puisque nous devons être résilients et pouvoir avoir une localisation la plus précise possible et partagée dans toute situation. En fonction du niveau de commandement et du cadre de manœuvre, cette fréquence de remontée de position et des niveaux d'agrégation sont évidemment différenciés, encore une fois notamment pour économiser de la bande passante sur les réseaux. Ensuite, ici sur le slide, vous avez les trois grandes fonctions plus dédiées au combat collaboratif, l'observation, la protection et l'agression. L'observation collaborative, c'est un peu l'infovalorisation des observations individuelles, faite avec ou sans moyens modernes numérisés, qui nous permet d'informer toute l'unité de ce qui est vu par l'un de ses membres ou un membre d'à côté. Elle permet de guider la surveillance dans les secteurs, dans les cibles, en mission statique ou en mission mobile. Elle aide les opérateurs à rendre compte plus rapidement et elle permet d'enrichir la tenue de situation en la complétant de la situation ennemie observée, maillon essentiel de l'accélération de la boucle de décision.
La protection collaborative, c'est la capacité de combat rapprochée qui exploite de façon collaborative les informations sur des menaces directes repérées par une plateforme. Elle permet de se protéger ou de riposter une agression de façon optimisée et rapide par une réaction d'autoprotection et de traitement de la menace. Elle renforce l'aspect dissuasif de la force, améliore la connaissance partagée de la localisation ennemie et accélère la riposte en améliorant la conduite des feux, la survivabilité et la coordination de la manœuvre in fine. Enfin, le Graal des fonctions collaboratives, c'est l'agression collaborative. C'est le niveau supérieur de coordination qui permet une combinaison optimisée des feux en s'appuyant sur un partage d'informations et la rapidité des échanges pour obtenir le juste effet au bon moment. Elle permet d'amoindrir les contraintes du terrain, d'exploiter au mieux les règles d'engagement. Elle offre à partir de la variété des effecteurs disponibles des possibilités de combinaison, d'adaptation, de réaction dans la gradation de la létalité, nature et puissance de la charge, ainsi que les trajectoires, que ce soit tendues, courbes, verticales, guidées, et le choix des portées. Elle réduit également, et c'est important, le risque de tir fratricide, et elle facilite la prise d'ascendant sur l'ennemi par une meilleure perception de la réalité en temps immédiat au bas niveau tactique. Et elle apporte un gain de temps dans l'élaboration de la manœuvre, une aide à la répartition des objectifs à traiter. Voilà, globalement, cette démarche, ce qu'il faut retenir, c'est que le groupement tactique français qui a été déployé en fin d'année dernière en bande sahélo-saharienne au Mali correspond au standard initial de connectivité, infovalorisation, et on n'a pas encore commencé le déploiement des algorithmes de combat collaboratif. Enfin, les algorithmes existent, ils ont été testés avec succès. Donc le prochain step pour l'armée de terre, c'est un test grandeur réelle de ces algorithmes au sein d'un échelon de niveau brigade interarmes. Ce qu'on peut retenir, c'est que l'armée de terre française est résolument entrée, au moment où on parle, dans l'ère du combat collaboratif. Les premières briques, standard initial, étant bonnes de guerre, combat proven comme c'est marqué, et déployées sur nos théâtres d'opération. Excusez-moi, c'est dans l'autre sens. Voilà, ensuite la démarche, donc le projet Synergie. Tout d'abord, pour ceux qui ne sont pas familiers, le combat collaboratif est structuré autour d'une chaîne de commandement unique. Voilà, le chef, c'est le chef. Et décliné par niveau de responsabilité. C'est ce que j'avais dit en introduction, et il faut bien le comprendre. Elle s'appuie donc sur une connectivité qui en est l'ossature, qui est, c'est ce que vous avez en bas, sur les flèches bleues, déclinée en 3 grandes familles. Une connectivité d'abord locale, du groupe de combat à la section, jusqu'à 30 hommes. C'est les petites unités tactiques au contact. On va chercher ici à déployer une connectivité à base de radio tactique pour maintenir le rythme du combat et conquérir localement la supériorité face à l'adversaire. La deuxième famille de connectivité, c'est la connectivité tactique de nos postes de commandement des niveaux compagnie à régiment, environ 1000 hommes, qui se basent sur des systèmes de radio tactique également, avec d'autres formes d'ondes, bien souvent, et se basent également sur les premiers systèmes satellitaires et un premier raccordement au réseau complexe, réseau de théâtre dont je parlerai après, beaucoup plus capacitif, au niveau du PC du régiment. Là, on va chercher à combiner de matière dynamique les fonctions interarmes, donc infanterie, blindée, artillerie et génie, et plus si affinité en cas de renfort, afin d'accélérer un processus décisionnel et une meilleure coordination par une compréhension tactique commune. Enfin, la connectivité ou réseau de théâtre, c'est la connectivité haute avec des systèmes très capacitifs de liaison par faisceau hertzien en line of sight, du satellitaire un peu partout et des liaisons en radio haute fréquence. C'est le système des postes de commandement qui va donc du régiment, dernier point d'entrée, jusqu'au poste de commandement, généralement interarmé, mais armé par l'armée de terre, du théâtre d'opération. Voilà, c'est le niveau où on cherche à améliorer l'interopérabilité en interarmée et en interallié pour bénéficier de la combinaison et de l'intégration des effets en multimilieu, multichamp, au plus près du contact et dans toute la profondeur du champ de bataille. Alors concrètement, pour nous, le projet Synergie, il s'agit de résoudre une double équation d'un combat collaboratif, vous l'aurez compris, horizontal, c'est l'appui mutuel entre les plateformes de combat
dans une même zone d'action qui s'appuie sur les réseaux de connectivité locale ou tactique, et en cohérence avec un combat collaboratif que je qualifie de vertical, qui va accélérer des boucles de commandement et de contrôle pour une coordination rapide, capteur-effecteur. On va remonter de la gauche vers la droite, voilà, si je veux me raccrocher à l'image. Donc aujourd'hui, le premier niveau initial de combat collaboratif, c'est une réalité en opération, je vous l'ai dit, avec une bonne base de positionnement automatique des unités amies, situation tactique unique, décloisonnée de toutes les strates de C2, donc de la gauche vers la droite. Bon, initialement, les développements du combat collaboratif, donc d'ici 23-25, je vous l'ai dit, va se concrétiser par un premier niveau d'observation collaborative et de protection collaborative au niveau d'une petite unité tactique qui évolue au sein d'une même bulle de connectivité locale. Il s'agira de tirer bénéfice d'une connectivité à portée limitée, mais à haut débit, permettant d'agir en temps réflexe ou immédiat. Ça doit faciliter le partage d'une situation opérationnelle en permanence à jour et améliorer la sauvegarde des unités en combat de rencontre. L'ambition doit rester mesurée, l'essentiel étant de bâtir un socle solide en faveur de la stabilité technologique des développements à venir. Donc il s'agira de traiter, si vous regardez en haut, la fonction combattre, en facilitant une manœuvre et le feu grâce à la mise en réseau des véhicules de combat Scorpion. Le but n'est pas tant d'accélérer une manœuvre que d'en maintenir le rythme au contact, de limiter l'incertitude, faciliter l'acquisition d'objectifs et la riposte par une rapidité de réaction et une optimisation des appuis mutuels, afin de conquérir localement la supériorité. Techniquement parlant, il s'agit de maîtriser un bout en bout, initialement assez simple, entre les capteurs embarqués sur les véhicules Scorpion, la couche numérique de traitement de ces données, la Vetronic Scorpion ou VCS, un aspect présentation de l'information, infovalorisation via le système SICS, système d'information du combat Scorpion, une proposition de solution à l'usager avec diffusion aux voisins, initialement par radio PR4G, puis radio contact à compter de 2023, jusqu'à un effecteur contenu au sein d'une unité de 10 à 30 personnes. Ensuite, nous porterons l'effort sur le développement de toutes les fonctions collaboratives. Dans la pleine efficacité tiendra au maillage de la connectivité, dans toute la profondeur du champ de bataille, d'où l'importance des réseaux tactiques et singulièrement du réseau de théâtre, le truc à droite en bas, pour atteindre un niveau abouti de protection et d'agression collaborative jusqu'à un niveau de brigade interarmes. Donc en intégrant des appuis interarmes, avec un petit défi dans cette période qui sera l'appropriation de ce combat collaboratif beaucoup plus complexe, vous le devinez, entre 2025 et 2030, il faudra s'habituer à combattre comme ça. Là, on va traiter les fonctions appuyer et soutenir et la fonction coordonner. Alors, appuyer et soutenir, on va intégrer au sein du combat collaboratif des unités qui concourent au combat de contact. L'aviation légère de l'armée de terre, les hélicoptères, les unités de renseignement, les unités d'artillerie, l'appui-feu, et également les unités de soutien et bien entendu la chaîne de commandement, la chaîne des postes de commandement. Le but est d'appuyer et de soutenir le combat de contact. Par exemple, c'est quelques points pour illustrer, en raccourcissant les délais d'appui indirect grâce à une déconfliction troisième dimension simplifiée, en ayant recours au tir au-delà de la vue directe en mode collaboratif, en partageant des plans d'obstacles pour la fonction génie, en évaluant des besoins logistiques en temps réel pour faciliter la gestion des flux de ravitaillement. La fonction coordonnée sera également traitée en facilitant la combinaison entre capteurs et effecteurs dans toute la profondeur tactique. Le but est de réduire la boucle décisionnelle, la kill chain, comme disent les Américains, en conduite au bénéfice de saisie d'opportunités. Par exemple, déclenchement d'un appui lance-roquette unitaire, qui est normalement au niveau de la division, donc bien loin à droite sur le schéma, le plus rapidement possible, sur base d'acquisition d'un drone de renseignement dont le poste de commandement se trouve dans la zone d'action de la division. On profite d'une unité qui est au contact, tout à gauche du slide. Cela nécessitera de relier chaque bulle tactique au système nerveux du théâtre, à la connectivité de théâtre, pour les interconnecter et créer un maillage dans toute la profondeur tactique. Enfin, l'ambition est d'intégrer en masse les systèmes automatisés et de connecter le combat collaboratif terrestre aux composantes interarmées et interalliées pour agir efficacement dans tout le multimilieu, multichamp. Cela imposera une connectivité terrestre,
celle que je vous montre, interfacée avec les connectivités des autres milieux, des autres armées et de nos alliés. Alors l'objectif, c'est que nous allons traiter la synchronisation et l'intégration des effets, en haut à droite, des appuis interarmés et interalliés au profit de manœuvres de niveau opératif et en appui direct de la manœuvre aéroterrestre tactique. Le but est d'agir efficacement et au juste besoin en multimilieu, multichamp. C'est le Multi-Domain Operation français. Par exemple, en améliorant les procédures d'appui Close Air Support par un partage de situation 2D, 3D en temps réel, contribution à des missions SEAD par des feux ou du brouillage électromagnétique dans la profondeur, en contribuant également à un réseau de plus large de capacités, par exemple un réseau de défense solaire multicouche pour dénier l'accès aux armes hypersoniques, et en synchronisant des actions à plusieurs niveaux, notamment les actions coordonnées dans le domaine des attaques cyber, qui se jouent du niveau stratégique au niveau tactique. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que l'appropriation du combat collaboratif va constituer un véritable défi d'entraînement et de doctrine pour la période 2025-2030, où déduisez que les algorithmes arrivent. Il pourrait constituer d'ailleurs une rupture tactique, notamment au travers des possibilités de tir au-delà de la vue directe que nous amenons dans les échelons de contact, de combat, d'infanterie et blindés, qui vont pousser jusqu'au niveau de la ligne d'engagement des actions de coordination, déconfliction en temps réflexe, donc très rapide, déconcentrées au niveau de petits échelons tactiques, chef de groupe ou chef d'engin, alors qu'habituellement aujourd'hui c'était le job des postes de commandement de haut niveau. Et le deuxième point peut-être à retenir, c'est que le combat collaboratif tel que je vous l'ai décrit, assez rapidement, va permettre de créer un effet de masse en optimisant le volume de forces engagées par des effets haut du spectre démultipliés que nous développons en parallèle, notamment dans les domaines des feux longue portée ou très longue portée, de la guerre électronique, de la cybertactique et des drones armés et munitions téléopérées. Tout en intégrant, et ça fait partie de la création d'effets de masse, des systèmes automatisés aux petits échelons. Alors c'est notamment le projet MGCS, donc le futur système de combat, qui est plus qu'un char, et nos travaux sur les nanodrones, munitions téléopérées, débats de tram dans les unités tactiques. Voilà pour ce bref aperçu de notre démarche du combat collaboratif. Donc quelques défis en guise de conclusion et ou d'ouverture. Vous aurez compris que le développement du combat collaboratif se fait progressivement, en cohérence avec les jalons capacitaires du programme Scorpion et en cohérence avec les objectifs assignés dans notre projet Titan qui décrit notre ambition à l'horizon 2040. Je grossis un petit peu, mais retenons cette date 2040. Et également au gré de la convergence des performances technologiques avec, du moment ou prévisible, avec nos besoins opérationnels. Voilà, donc un développement pas à pas ou progressif. Si ce n'est pas totalement pour nous un saut dans l'inconnu, les ambitions opérationnelles visées devront être réévaluées continuellement, d'autant que des défis de toute nature sont d'ores et déjà identifiés. L'apport opérationnel du combat collaboratif repose sur une multiplicité de briques technologiques dont les développements se font simultanément et de manière incrémentale, d'où la complexité d'une montée en puissance d'ensemble qui est vérifiée au travers de jalons capacitaires le prochain 2023, comme je vous l'ai dit. Bon, sans être exhaustif, quelques défis identifiés. Le premier porte sur la performance des capteurs et des effecteurs de nos plateformes de combat et de la capacité de traitement des données embarquées en vue d'une information utile comme condition de la qualité du combat collaboratif. Le deuxième défi, c'est sans doute lié à la performance de notre connectivité, lié à une cohérence technique de bout en bout, qui est assez ambitieuse, qui va finalement du combattant débarqué, du fantassin, jusqu'au niveau de commandement de corps d'armée, puisque c'est ce qu'est l'armée de terre française aujourd'hui, en incluant des systèmes automatisés dans cette mosaïque complexe, et en s'interfaçant avec des connectivités multimilieux et multimilieux. Le troisième défi, c'est d'assurer la résistance et la résilience
de notre connectivité, du fait d'une forte contestation dans le champ électromagnétique, avec notamment deux grands enjeux bien identifiés. Le premier, c'est la maîtrise du spectre électromagnétique, puisque l'ennemi s'en sert, nous nous en servons, nous menons des actions offensives dans ce spectre, et nous savons depuis les tranchées de Verdun en 1916 que parfois la guerre électronique brouille les radios de la force amie. C'est vieux comme le monde, et donc c'est un point à prendre en compte. Et puis le deuxième point, cette résilience, ou deuxième, d'ailleurs j'aurais 3 points. Le deuxième point, c'est la nécessité de systèmes de communication diversifiés. Alors, si quelque chose tombe, on a quelque chose à quoi se raccrocher. On ne fera pas du tout Starlink, pour faire simple. Et enfin, une aptitude impérative à la reconfiguration la plus automatique possible des chaînes de commandement et de contrôle, des chaînes de C2. Parce qu'au combat, on perd des PC, donc on perd des systèmes de com, et on n'a pas 2 heures pour remettre à plat un réseau tactique. Donc on perd un pion, un autre le remplace. Voilà, les systèmes qu'on a aujourd'hui commencent à permettre ce type de souplesse. Un autre défi, c'est l'intégration des briques technologiques au sein des systèmes d'un système de système. Système d'information opérationnel, la Vétronique, l'électronique embarquée Scorpion, les radios de combat qui sont dès l'année prochaine des radios logicielles, les radios contact, qui est complexifié parfois par la pluralité des acteurs industriels et la diversité des configurations techniques. Le corollaire, c'est un défi en termes de maintien en conditions opérationnelles de ce système de système et de la gestion des configurations dans la durée en évitant toute régression de performance. Autre défi, l'exploitation de la donnée, qui est le carburant du combat collaboratif au sein des porteurs, y compris de nos systèmes de PC, de postes de commandement, puisqu'ils sont agiles, donc ils sont embarqués au mieux dans des shelters sur camions, au pire dans des petits blindés, où il va falloir qu'on trouve des solutions pour garantir une certaine frugalité dans la consommation de données, au moyen de briques d'intelligence artificielle embarquées, et puis des moyens de calcul locaux, le moins gourmand et les moins encombrants possible, au plus près du combattant. C'est ce qui sous-tend les futurs développements comptés 2028 du cloud de combat, terre. Enfin, un défi, techniquement en tout cas, un défi qui porte sur l'interopérabilité avec l'interarmée, les autres armées, l'armée de l'air, la marine singulièrement, et également avec nos alliés, qui est une condition d'efficacité opérationnelle évidente, et puis un gage de positionnement crédible d'une armée de terre française vis-à-vis de nos partenaires européens et au sein de l'OTAN. Ensuite, 2 défis qui sont un peu plus philosophiques, mais qui comptent pour nous également. L'acceptabilité de ces systèmes, l'appropriation, l'emploi par l'utilisateur final, le soldat ou le chef, l'organisation du tandem homme-machine, avec la multiplication de systèmes autonomes qui arrivera également assez vite, et l'acceptabilité, et ça c'est un point clé, de la charge cognitive. Voilà, il ne s'agit pas de créer un plasma soldier rivé sur son écran et qui ne comprend plus rien à la situation de combat, et puis qui explose en vol parce qu'il ne peut pas gérer les informations. Et enfin, pour terminer, c'est un peu lié, un défi sur l'organisation du commandement et l'acculturation des chefs pour ne pas fragiliser le principe de subsidiarité et l'acceptation du risque par effet d'une illusion de tout savoir. Voilà. Ce qu'on veut éviter à tout prix, c'est d'abord peut-être revoir un peu notre structure de commandement opérationnel. On va voir comment, avec cette nouvelle façon de combattre, les échelons de commandement devront sans doute se réorganiser, peut-être revoir les prérogatives, mais surtout éviter l'entrisme du commandant de division qui doit gérer et coordonner la manœuvre de ces 7000 blindés, pas avoir la tentation d'aller vérifier ce que fait le blindé de tête et de l'appeler pour lui dire qu'il doit passer plus à droite. Ça serait la mort du style de combat français. Voilà. Donc maintenir cette subsidiarité, même si la possibilité de tout savoir est apportée. Et ça, c'est un peu philosophique. Voilà, en guise de conclusion ou d'ouverture, vous aurez compris, je ne l'ai pas vraiment dit, mais c'est sous-jacent,
que toute notre démarche est tributaire de notre capacité de standardisation, voilà, de décrire des standards. Des standards opérationnels, c'est nos jalons capacitaires, 23, etc. Mais également des standards techniques. Un standard technique pour assurer l'interconnexion et l'interopérabilité des systèmes d'information, des systèmes de communication, pour vraiment travailler dans un réseau unifié et à terme beaucoup plus data-centré. Ces standards doivent être évolutifs, puisqu'on commence déjà à intégrer des nouvelles technologies de communication. On travaille sur les technologies de long term evolution, 4G, 5G. 5G nous intéresse beaucoup. À plus moyen terme, développement de systèmes à communication optique, par exemple, qui vont amener de nouveaux standards. Et puis des nouveaux formats également d'échange de données et d'échanges, avec la question du traitement ou de la standardisation ou du formatage des données issues de la Vetronic Scorpion, issues de nos drones, de nos systèmes automatisés également à terme. Et évidemment, ces évolutions un peu franco-françaises doivent être synchronisées, et c'est également un défi avec l'évolution des standards des autres armées françaises, armées de l'air, etc., marine, et surtout avec les standards alliés dans le cadre notamment du Federated Mission Network, le FMN de l'OTAN, auquel nous participons très activement, ou encore d'initiatives européennes comme EcoWar, qui concerne le combat collaboratif, ou ESSOR, qui concerne le développement de futurs standards communs de formes d'ondes radio, voilà, sur lesquels nous alignons. Donc voilà, il faut pas rater ces jalons-là non plus, pour être en permanence le plus interopérable possible avec nos principaux alliés et partenaires. Voilà, j'en ai terminé. L'objectif était de vous brosser un peu la philosophie de tout cela. De quoi s'agit-il ? Là, je suis prêt à répondre à vos questions. Bonjour, Bonjour. merci beaucoup pour la présentation. À la fin, vous avez dit que vous êtes intéressé à l'intégration de 5G, par exemple, dans le système Total. C'est quelle idée, comment on pourrait intégrer une communication civile? Oui, alors c'est pas forcément civil. Il y a deux options. Une qui fonctionne déjà, c'est 4G. Hein. Le réseau de théâtre, attendez, je vais revenir. Le réseau de théâtre, il y a marqué Astrid. Alors, Astrid, c'est des stations c'est des gros routeurs, si vous voulez, avec une capacité multi-réseau. Et ils font une surcouche. Voilà. L'idée des Astrid, c'est que quel que soit le support de communication, vous auriez le message, il va faire un rebond sur un SATCOM, attraper une VHF, passer par une HF, et puis arriver au destinataire de la messagerie au travers d'une surcouche, un overlay d'adressage. Voilà, c'est à peu près l'idée générale. Ces stations Astrid aujourd'hui savent embarquer un Node B de 4G pour se connecter sur un réseau civil d'infrastructure. Voilà. Bon, alors ça marche bien en métropole parce qu'on a de bons accords avec nos opérateurs. Sur un théâtre d'opération, voilà, c'est quelque chose qu'il faut préparer. Le coup d'après, et ça c'est plutôt après 2025, on va embarquer l'équivalent, mais avec des services maison. Voilà. Donc ces stations-là ont des Node B en fait. Hein, très simplement, en bout de mât, vous avez l'antenne, quoi. Voilà, mais ça c'est post 25. Alors, j'ai bien aimé votre petite anecdote philosophique. Donc, je suis Fabien Réglé, je suis infirmier. Aujourd'hui, en 2022, on sait soigner les AVC, mais il y a plein de gens qui meurent parce que c'est dirigé par des personnes qui savent comment gérer l'argent, qui la gèrent tellement bien que l'argent est gaspillé tout du long et les gens meurent d'AVC. Bref, si je fais ce parallèle, c'est simplement parce que
votre projet est très beau, mais si les décideurs sont têtus, finalement, tout l'argent et tout ce projet est complètement fichu en l'air. D'où le fait que, au-delà du projet, effectivement, le fait de pouvoir dire que les personnes qui décident puissent effectivement intégrer que ce projet a une utilité, peut être bien plus efficace que leur décision, c'est peut-être le plus grand des combats que vous aurez à mener, je pense. Bon, merci pour votre remarque. Je ne commenterai pas, vous faites un métier fantastique et très utile. Merci pour ça. Vous avez mentionné en début de présentation les algorithmes qui ont été déployés dans la bande sahélo-sahélienne. Est-ce que vous pourriez élaborer qui sont en cours de déploiement? Oui, c'est ça. Vous pourriez Alors, élaborer sur leur utilisation? Concrètement, c'est des algorithmes d'observation collaborative et de protection collaborative. Je ne vais pas rentrer dans le détail technique. Il s'agit d'algos qui sont portés aujourd'hui par des véhicules Griffon et qui permettent d'analyser rapidement des données d'observation ou de détection d'attaques, sur des capteurs qui sont portés par ces véhicules et de les transmettre rapidement véhicule d'à côté ou en tout cas dans la bulle radio et de proposer une réaction, une réaction qui est automatisée dans certains cas ou proposée au chef opérateur du véhicule dans d'autres cas. C'est des réactions d'autoprotection, etc. Voilà. Aujourd'hui, c'est testé sur plateforme. Ça fonctionne bien. En plateforme réaliste. Le coup d'après, ça va être de les employer. Dans un cadre réaliste d'un vrai déploiement. De niveau un petit peu solide, au-delà d'un groupement. Non. Oui, bon, colonel, merci pour cette présentation. J'ai une autre question sur l'interface soldat-équipement, puisque le maillage augmente au fil des générations technologiques qui avancent. Donc, les possibilités d'intrusion réseau augmentent en proportion. Donc, sans parler de destruction, avant l'intrusion réseau était une intrusion électronique. Maintenant, elle peut être de diverses formes. Donc, est-ce qu'il y a un travail sur l'interface soldat avec son équipement pour justement parer à ces potentielles intrusions. Merci. Oui. Alors, je vais répondre en deux temps. D'abord, soldat équipement. Moi, je comprends combattant individuel et son équipement. Où là, je ne suis pas rentré dans le détail. L'idée générale qu'on a, c'est de faire quelque chose de très simple. Je crois que les États-Unis ont testé un combattant un peu augmenté, là, bardé de technologies, de systèmes de com, de recopie de visée sur des lunettes. Les Marines devenaient fous au bout de 10 minutes de combat. Voilà. Donc on ne veut pas de ça, déjà. L'interface du combattant débarqué, c'est une petite radio, un petit terminal avec 3 ou 4 fonctionnalités, dont du Blue Force Tracking, qui bascule automatiquement quand il sort de son blindé, sans avoir à changer d'équipement. Donc ça, bon, c'est évidemment potentiellement brouillable, etc. Mais bon, dans un groupe d'infanterie qui combat à vue, on s'en sortira. Voilà. En revanche, pour nos systèmes un peu plus hauts, c'est-à-dire je vais commencer au blindé de combat et jusqu'aux nos systèmes de PC, nous avons également, j'en ai pas parlé, un projet qui se développe en parallèle de lutte informatique défensive embarquée, qui va de capteurs embarqués dans les véhicules, des sondes, avec une capacité de récupération de log, d'abord une capacité de réaction immédiate très basique, parce que le gars qui est dans le blindé n'est pas informaticien, il aura juste un bouton sur lequel appuyer, et puis une capacité de récupération des logs à fin d'étude. Voilà. Et enfin, pour nos chaînes de commandement, donc là c'est la connectivité tactique et au-delà, des systèmes de surveillance des réseaux et de LID, très simplement, déployables dans nos systèmes de PC, pour veiller nos réseaux tactiques et pouvoir intervenir avec des équipes spécialisées de chez nous.
Merci pour la présentation, mon colonel. J'avais une question sur la résilience d'un tel modèle d'armée. Vous avez présenté une solution qui repose sur énormément d'infrastructures. Je voulais savoir comment vous vous préparez à une éventuelle perte de cette infrastructure et comment entraîner les combattants pour à la fois s'entraîner dans un système qui est extrêmement performant, mais aussi garder du temps pour s'entraîner à des cas de figure où le système serait dégradé. Oui, d'accord, bien vu. Alors d'abord, j'ai sûrement pas été clair et j'en suis désolé. Justement, la philosophie, c'est de s'appuyer sur zéro infrastructure. Tout ce que vous voyez les petits drapeaux, c'est des postes de commandement. Les équipements de l'armée de terre. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas se mettre dans une maison et se câbler et y rester. C'est un peu l'exemple du pont. Quand le pont n'est pas cassé, on sait rouler sur un pont. Il y a des procédures pour ça. Bon, c'est pas si simple que rouler sur un pont parce qu'on est à la guerre. Mais là, c'est la même chose. En revanche, nos équipements nous permettent de déployer des systèmes de postes de commandement qui sont pas monocytes, dispersés sur le terrain et qui sont mobiles. Ils sont tous mobiles. L'infrastructure, on la crée. On s'installe, on prend les liaisons, on monte le PC, la bascule est faite et suivant le niveau de PC, pour un colonel, mon Dieu, 6 heures après, on bascule. On change de position. Donc on ne s'appuie pas sur des infrastructures. Ensuite, la partie entraînement, c'est une excellente question, je vous remercie de la poser. Déjà aujourd'hui, on a des systèmes d'armes. Je vous donne un exemple que je connais bien, le Charles Leclerc, qui est un système, ça peut faire sourire, des années 90, mais qui est extrêmement numérisé. Il y a un double digibus dans le coffre arrière droit, là, c'est un stop secret, je ne vais pas le dire. Et de l'algorithmie, voilà, qui gère des conduites de tir très complexes et qui permettent d'atteindre des performances de tir en blindé, en roulant, uniques au monde. Voilà. Bon, tout ça c'est très compliqué. Et quand on s'entraîne sur nos chars, on s'entraîne à tous les cas de figure. C'est-à-dire que toute l'année, nos équipages s'entraînent en mode nominal, en mode dégradé, dégradé partiel, dégradé total. On connaît par cœur les procédures, jusqu'à celle à l'ancienne où le chef de char se dit 1200 mètres, et 1250, le mec rentre ça à la main, il appuie sur une pédale rouge et l'obus part, comme en 1942, quoi. Voilà, donc on s'entraîne à tout ça. Ce qui est vrai, c'est que, et là la réflexion n'est pas complètement aboutie, c'est que plus le système moderne et numérisé est conçu comme un système numérisé, moins il y a physiquement de capacité à embarquer le système manuel. Voilà. Donc d'abord on s'assure en conception qu'il y ait un mode dégradé possible. Je grossis encore l'exemple du char. Une tourelle entièrement électrique comme le Leclerc, si l'électricité tombe en panne, si on n'a pas conçu l'emplacement d'une crémaillère avec une manivelle, en fait l'électricité en panne c'est fini. Voilà, donc il faut penser à ça. Voilà. Donc ça on y veille et puis voilà, ça devrait aller. On continuera à s'entraîner en tout cas en mode dégradé, ça ne changera pas. Merci mon colonel pour la présentation. Vous avez évoqué tout à l'heure l'exemple de l'Ukraine où on a vu les soldats utiliser justement des réseaux de communication sans infrastructure en passant par des satellites Starlink commerciaux. Et vous avez dit surtout pas nous. Est-ce que vous envisageriez de travailler avec une autre constellation souveraine ou commerciale mais européenne? Merci pour cette question. Alors je vais préciser quand même. L'idée était de dire qu'on ne peut pas se permettre, c'est pas l'ambition de l'armée française, de reposer entièrement sur le bon vouloir d'un opérateur commercial. Voilà, ça c'est philosophique, voire politique. J'outrepasse un peu mes fonctions. Travailler en nominal 2 ou en mode secours, ou dans certains cas, parce qu'on n'a pas la couverture étatique, avec du satellite commercial, dans un cas avec un segment sol militarisé, voire avec un segment sol totalement civil, on le fait déjà en opération. Donc ça, c'est pas un souci. Ensuite, votre question sur les constellations, là, je suis pas du commandement de l'espace. Les constellations basse orbite, les constellations basse orbite, voire certains systèmes en moyenne orbite nous intéressent. C'est quelque chose qu'on étudie cette année avec la DGA et les autres armées, le commandement de l'espace.
avec une vraie mention d'intérêt pour essayer de tirer parti des technologies, en tout cas au moins pour les basses orbites et dans le domaine des télécoms, des capacités de latence et de débit que ça pourrait nous offrir d'une part, et des capacités de couverture que ça pourrait nous offrir d'autre part, par rapport à du géostationnaire qui est forcément sur des spots choisis stratégiquement. Une fois que j'ai dit ça, ce qu'on constate quand même en Ukraine, c'est que le système tout civil, c'est des points d'ancrage donnés par la société Starlink, donc c'est justement pas très mobile, c'est de l'infra. Donc ça, c'est pas très bon, donc on a quelque chose à gérer si on va sur les constellations en termes de segments sol, voilà, savoir pointer ou repointer les satellites au gré de leur défilement, soit par une automatisation d'une tête de pointage, soit par le recours à bi- ou trifaisceau. Voilà. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a un coût pour lancer une constellation de quelques centaines de satellites, ça nous coûte quelques giga-euros. Et puis surtout, il y a un coût de possession, puisqu'on évalue entre 8 et 10, voire 15% de taux de perte annuel. Le charme des satellites en basse orbite, c'est qu'ils s'usent vite, ça frotte, et qu'ils retombent. Voilà, et donc il faut en relancer tous les ans. Donc il y a un modèle économique aussi derrière pour les armées, qu'il faut qu'on évalue bien. Voilà. Au-delà des aspects alléchants, des apports technologiques en matière de communication de ces constellations. Ça répond à votre question ? Merci. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne après-midi.